Nous sommes le 21 février 2025. Mon nom est Claude Laferrière, je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune contribution ou aucune donation de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, Trump, les tarifs, l'annexion, le BRICS. Voici. Au cours des dernières semaines, nous avons continué d'assister à l'hystérie collective dans les médias et dans la classe politique au sujet de la décision du président Trump d'imposer des tarifs et quelles seraient les meilleures mesures pour, en quelque sorte, contrecarrer les effets des tarifs. Il faut comprendre que la géopolitique et l'économie désormais s'entremêlent et s'entrechoquent puisque ces tarifs sont conditionnels aux mesures que va prendre le Canada en matière d'immigration et de lutte contre la drogue, le fentanyl notamment. Ce qui est aussi important de noter, c'est que hier, le 20 février, 7 nouvelles entités ont été ajoutées à la liste des organisations terroristes par le Canada. Donc, le dossier est complexe, il n'est pas simple et il faut éviter de tirer des conclusions ou des jugements hâtifs au sujet de la personnalité de l'un et de l'autre parce qu'on sait que notre classe politique, nos élites, sont en mode hystérie lorsqu'il vient temps de parler du président Trump. Essayons d'avoir une approche rationnelle, froide, empirique, factuelle, et évitons de tomber dans la spéculation sur l'état mental du président, ce qui est tout à fait antidiplomatique et contre-productif. La vidéo d'aujourd'hui va se diviser en 3 parties. La première partie, le choc. La deuxième partie, le globalisme en cause. La troisième partie, la réaction, les tarifs. Commençons. La première partie, le choc. Lorsque le président Donald J. Trump a pris possession de la Maison-Blanche, on peut penser que raisonnablement que dans les semaines qui ont précédé son arrivée à la Maison-Blanche, suite à son élection, on lui a communiqué des informations de base au sujet des finances de l'État. Autrement dit, on lui a communiqué, probablement, on peut le penser, ou dans les journées qui ont suivi son assermentation, les livres, la comptabilité de l'État. Et là, ce qu'il a probablement vu, ce que je pense, c'est que dans le grand livre général, tout était écrit en rouge, c'est-à-dire que les dettes surpassent de façon incroyable, de façon importante, les revenus, c'est-à-dire que le journal des recettes est en rouge, le journal des dépenses, la conclusion est aussi en rouge par rapport aux revenus. Donc, le grand livre général est en rouge. Ce sont les principes de base de la comptabilité. Et tout est écrit en encre rouge, ce qui veut dire que le gouvernement américain est possiblement dans un état de faillite avec plus de 35 milliards de dettes. Évidemment, je ne cherchais pas ici à déterminer la responsabilité de ces dettes, puisque ce sont des dettes accumulées au fil possiblement des décennies. Mais ce qui est frappant, c'est le déséquilibre entre les revenus et les dépenses. Et la volonté du président Trump, qui est un homme d'affaires de formation, un individu formé dans l'industrie de la construction et qui est habitué de lire des états financiers, un état des résultats, un état du capital et un bilan. Donc, on peut comprendre que le président Trump a été en état de choc et qu'il a réagi comme il a réagi, que ça nous plaise ou pas. D'où cette idée fondamentale et importante d'aller chercher des sous en imposant des tarifs,
c'est-à-dire que les entreprises américaines, dont le gouvernement, les entités, les institutions gouvernementales, s'ils décident, par exemple, d'acheter, de se procurer des produits en provenance du Canada, bien, ces produits vont être frappés d'un tarif de 25 %. Donc, autrement dit, tout ce qui est canadien et qui va traverser la frontière américaine pourrait être acquis par des entreprises ou des individus aux États-Unis va être frappé d'un tarif de 25 %. Ce qui veut dire que pour nous, qui sommes très largement dépendants du marché américain, ça représente une crise potentielle importante. Donc, des tarifs, ça a été sa première réaction pour aller chercher des revenus. Sa deuxième réaction, bien, ça a été évidemment, comme ça s'est fait au Moyen Âge depuis l'Antiquité, c'est-à-dire d'augmenter le territoire, d'agrandir le territoire, autrement dit, d'agrandir le champ foncier, la propriété foncière des États-Unis, l'expansion territoriale, ce qui se traduit par un mot qui est en quelque sorte très évocateur pour les historiens, l'annexion. Annexion du Canada, on peut passer le Groenland et ainsi de suite. Ce sont deux propositions qui ont été formulées publiquement et supportées et répétées à plusieurs occasions par le président Trump. Le but étant, bien entendu, d'aller chercher des revenus. Et lorsqu'on acquiert du territoire, eh bien, on va chercher des revenus de l'industrie minière, de la pêche, de l'agriculture, et ainsi de suite. Bon. Maintenant, il y a une problématique particulière dans le contexte actuel, c'est que suite à la guerre en Ukraine et suite aussi dans le contexte de la pandémie, disons l'effet combiné des deux, il s'est formé dans le monde un groupe, une union, une coalition qu'on appelle le BRICS. B-R-I-C-S. B pour Brésil, R pour Russie, Inde, I pour Inde, C pour Chine et S pour Afrique du Sud, le BRICS. Et le BRICS, cette coalition a décidé en quelque sorte de boycotter le dollar américain, ce qui va avoir un impact. Donc, en plus d'être endettés, les États-Unis se retrouvent à faire l'objet d'un boycott de la part du BRICS, de cette coalition de pays d'économies émergentes, mais aussi de deux superpuissances, à savoir la Chine et la Russie. Passons maintenant à la deuxième partie de mon exposé d'aujourd'hui, le globalisme en cause. Pourquoi sommes-nous rendus là? Premièrement, il faut dire que depuis les années 80, les pays ont voulu se défaire, se départir des tarifs douaniers et créer ce qu'on appelle des accords de libre-échange. Il y a eu des accords bilatéraux, multilatéraux et ainsi de suite. Bon, l'Union économique européenne, c'est un exemple. Il y a aussi des ententes particulières entre le Canada et certains pays d'Amérique du Sud qui se sont conclues à l'époque du gouvernement Harper, etc. Donc, la tendance était au globalisme économique, c'est-à-dire à la conclusion de multiples accords de libre-échange entre États souverains. Cette tendance a fait en sorte que des sociétés, même des PME, ont voulu se doter de filiales à l'étranger, comme par exemple General Electric avec General Electric Canada. Le cas de General Electric est un peu particulier parce que suite à des problèmes intérieurs, la compagnie s'est restructurée, mais ça c'est autre chose, c'est un autre dossier. On peut prendre l'exemple de United Technology qui a développé une filiale au Québec qui s'appelle Pratt Whitney, par exemple. Bon. Donc, les sociétés, pour différentes raisons reliées à la conquête de marchés à l'international, mais aussi reliées à des coûts de production, entre autres les coûts de main-d'œuvre, eh bien, les sociétés, les grandes sociétés et même des petites ou même moyennes sociétés ont développé des filiales dans des pays comme, par exemple, Singapour, la Malaisie, l'Indochine, ainsi de suite. L'Indonésie, dis-je, pas l'Indochine, l'Indonésie, Singapour, la Malaisie. Donc, on se retrouve avec des sociétés qui ont tendance à pratiquer ce qu'on appelle la
délocalisation. Elles délocalisent leurs opérations, ce qui a pour effet de désindustrialiser ou afin de faire perdre aux États-Unis, mais aussi au Canada et dans les pays d'Europe, une partie de leur industrie manufacturière, de leur industrie d'assemblage vers l'Asie notamment ou l'Afrique. Donc, on se retrouve avec une société où finalement une grande partie de l'activité économique, pour des raisons de coût de main-d'œuvre notamment, eh bien, les activités sont à l'extérieur du pays finalement qui est le siège ou qui reçoit en quelque sorte le siège social. Le siège social est aux États-Unis, au Canada, mais les activités sont à l'extérieur. Donc, on se retrouve avec cette idée de conquérir de nouveaux marchés, mais qui en réalité, ce que l'on cherche, c'est à fuir la syndicalisation des travailleurs. Ce qu'on cherche à fuir finalement, c'est à avoir à négocier des conventions collectives avec un syndicat, d'être confronté à des grèves, des lignes de piquetage et de se retrouver dans le domaine public avec des récriminations que l'on connaît très bien au Québec. Donc, c'est vraiment une attitude, si vous voulez, d'une certaine manière antisyndicale de la part du grand patronat qui a décidé de prendre l'expansion à l'international. Je ne me prononce pas là, sur le pour ou pour le contre, je vous dis simplement que ce phénomène existe de délocalisation et ça a un impact majeur sur l'ensemble de la fiscalité des États, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, etc. Parce que la suite de ça, c'est que c'est l'attirage pour les paradis fiscaux. À partir du moment où vous avez une société dont les opérations sont à l'extérieur de la frontière nationale, bien que le siège social soit dans l'État d'origine, autrement dit les États-Unis ou le Canada, les activités sont en Asie ou en Afrique, à ce moment-là, le fait de détourner des fonds vers les paradis fiscaux devient une opération très facile dans le contexte du secret bancaire international. De nombreuses banques, par exemple, vont refuser de partager leurs informations avec le fisc de différents pays ou même avec le FBI. Donc, ça va poser un certain nombre de problèmes puisque les paradis fiscaux ne sont certainement pas les amis de nos gouvernements et il y en a 150 à l'heure actuelle sur la planète Terre de ces paradis fiscaux. Et il faut l'admettre, bien souvent, c'est la Chine qui tire les ficelles derrière tout ça parce qu'elle attire beaucoup nos gens d'affaires, parce qu'en Chine, il n'y a pas de syndicat, la performance des travailleurs est une norme constitutionnelle, et c'est écrit dans la Constitution de la République populaire de Chine. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de, passez-moi l'expression, de protestation, de code du travail, de négociation de conventions collectives, de lignes de piquetage, de démonstration publique. C'est l'harmonie et la stabilité sociale, c'est-à-dire, si vous voulez, du Confucius à la mode de 2025, une attitude profondément anti-syndicale en Chine, et ça, chez nos hommes d'affaires, c'est vénéré. Hein? C'est très important. Troisième partie de la vidéo, les tarifs. La réaction, les tarifs. Les tarifs, dans le fond, c'est l'expression de la doctrine de Monroe. Donald Trump n'a rien inventé, hein, n'est-ce pas, au siècle dernier ou un peu avant le siècle dernier, un intellectuel américain, John Monroe, a finalement élaboré une doctrine à l'effet que les États-Unis devaient éviter de se mêler des conflits européens et concentrer leur activité sur les Amériques, je veux dire l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, une thèse nationaliste, protectionniste. À partir de ça, bien entendu, s'est développée cette idée de tarif qui existe depuis le Moyen Âge, je vous dirais même depuis l'Antiquité. On peut penser qu'à Rome imposait des tarifs. Dans le cas de la Grèce, c'est un peu plus compliqué parce que c'est des cités-États, mais le premier grand pays souverain qui ressemble et duquel on s'est souvent inspiré, c'est la Rome impériale. Eh bien, c'était pas donné. Donc, il y avait des tarifs. Maintenant, il faut comprendre que tout ça, dans le contexte particulier à l'heure actuelle, c'est pour contrôler la dette américaine, protéger le dollar américain contre le BRICS,
et contre la délocalisation des entreprises de façon à réindustrialiser les États-Unis. Ça vaut aussi pour le Canada, soit dit en passant. C'est-à-dire que si vous dites à une entreprise, vous allez fermer votre filiale à l'étranger où vous avez concentré votre production, et on sait que vous détournez les fonds vers les paradis fiscaux, vous devez revenir au Canada et opérer au Canada en terre canadienne ou aux États-Unis en terre américaine. Sinon, on vous impose le tarif. Donc là, vous comprenez que c'est un peu une situation où l'entreprise n'a pas vraiment le choix. United Technologies opère, par exemple, dans la région de Montréal, Pratt Whitney. Eh bien, Pratt Whitney, pour vendre ses produits ou transférer ses produits aux États-Unis, va être frappé d'un tarif, alors que la maison mère est aux États-Unis, c'est United Technologies. Donc, est-ce qu'on peut penser que Pratt Whitney va déménager ses palettes aux États-Unis? Je ne le sais pas. Mais je vous donne cet exemple. On aurait pu dire la même chose de General Electric Canada versus General Electric US. Donc, le but des tarifs, c'est de permettre la réindustrialisation du pays, que ce soit les États-Unis, le Canada, la France, l'Angleterre, peu importe, de façon à ce que les filiales, pour des fins de, de coûts de main-d'œuvre, de marchés internationaux, ça c'est toujours la version officielle, mais la vraie raison, c'est les coûts de main-d'œuvre, n'est-ce pas, de ramener les filiales au territoire, si vous voulez, sur le territoire du siège social, où se trouve le siège social de l'entreprise, autrement dit, la nationalité de l'entreprise. Évidemment, ces tarifs, c'est un moyen d'y arriver, hein, de forcer les multinationales à reconcentrer leur entreprise sur le territoire national. Mais il y a un autre moyen encore plus efficace et ça s'appelle l'annexion. C'est-à-dire qu'une façon de contrecarrer les tarifs, c'est simplement de dire, écoutez, votre territoire va désormais faire partie intégrante du territoire national, de notre territoire national. Donc, les filiales de nos multinationales installées chez vous, eh bien, ça va être simplement un plan secondaire de l'entreprise principale sur le territoire national. Il n'y aura même plus besoin de créer une filiale, mais simplement d'établir qu'il s'agit d'un plan distinct, si vous voulez, du siège social, mais dans le même État, sur le même territoire, dans le même pays. Donc, l'annexion donne aussi énormément de valeur parce que c'est l'acquisition d'un champ foncier, ce qui veut dire, bien entendu, un champ foncier veut dire accès aux minerais, accès à l'agriculture, à la pêche, au bois, etc. Donc, l'annexion, c'est vraiment, si vous voulez, une façon audacieuse d'y arriver. Maintenant, à titre d'aparté, si vous voulez, j'aimerais faire un court commentaire sur l'Ukraine. On parle beaucoup de l'attitude du président Trump par rapport à l'Ukraine. J'aimerais simplement vous parler de ce qu'on appelle, et ça je le mets en aparté de ma vidéo, là, de ce qu'on appelle les procurements, c'est-à-dire les contrats d'administration publique. Qu'est-ce qu'un procurement? C'est-à-dire que depuis le début de la guerre en 2022 en Ukraine, les Américains ont transmis beaucoup d'armes à l'Ukraine, à Zelensky, à son gouvernement. Ces armes n'ont pas été données. Là. Ces armes-là ont été d'abord achetées par le gouvernement américain à des grandes multinationales américaines comme General Dynamics, Lockheed Martin, United Technology, Grumman et d'autres. Donc, ils ont passé un contrat parce qu'il faut payer les employés de ces entreprises-là, bien entendu, il faut payer les fournisseurs, et ainsi de suite. Donc, il y a un contrat entre le gouvernement américain, les multinationales, le complexe militaro-industriel et possiblement une cession de créances au gouvernement de l'Ukraine. Autrement dit, le gouvernement américain a payé toutes ces armes
aux entreprises, au complexe militaro-industriel et transférer la dette à l'Ukraine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle d'une dette de plusieurs dizaines de milliards, enfin plusieurs centaines de millions de dollars. Là, on en a parlé. Enfin, les chiffres là, sont incertains. On parle certainement à hauteur de plusieurs centaines de millions, là, à tout le moins. Bon. Est-ce que ça atteint les milliards? Là? Il faudrait que je poursuive mes recherches là-dessus, mais la dette, elle est de l'Ukraine envers les États-Unis. Elle est énorme. Elle est énorme et on ne voit pas comment ça peut être remboursé, étant donné que l'Ukraine est un pays en ruine. Donc, mais par contre, il reste une valeur fondamentale, et là je reviens avec le sujet d'aujourd'hui. L'Ukraine dispose d'un champ foncier, le territoire ukrainien. Ce qui veut dire que l'Ukraine dispose d'un actif, un peu comme le Canada, c'est un immense territoire, le territoire du Canada. L'Ukraine aussi, c'est un immense territoire. C'est un actif. D'où, par exemple, l'idée de l'annexion pour le Canada. Et dans le cas de l'Ukraine, ça va être pour le paiement de la dette. Ils vont payer avec leur territoire, parce que c'est tout ce qui leur reste. C'est un territoire qui a été d'ailleurs amputé d'une partie par l'invasion russe, mais il reste que le territoire ukrainien reste un actif en soi qui possède une valeur importante. Donc, est-ce que l'Ukraine va permettre aux entreprises américaines de s'y installer, d'y exploiter les mines, d'y exploiter le port d'Odessa, d'y exploiter l'agriculture? En d'autres termes, l'Ukraine peut rembourser sa dette avec son territoire, ce qui veut dire que les entreprises américaines vont s'y installer et rebâtir l'Ukraine, un peu comme sur le modèle du plan Marshall à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le champ foncier d'un pays, le territoire, c'est un actif en soi. Et ça, là-dessus, les Américains vont pouvoir se rembourser. Les Européens aussi, d'ailleurs, vont pouvoir se rembourser. Mais comprenez que l'Ukraine est un pays en faillite, un pays en ruine, et dont la population a énormément souffert, a été déplacée dans d'autres pays. On pense aux civils dans de nombreuses régions d'Ukraine. Les civils ont fui pour aller dans les pays voisins. Donc, voilà, ma grande conclusion pour aujourd'hui, c'est que la question que je pose, est-ce que l'annexion du Canada par les États-Unis fait partie d'une stratégie globale pour fracturer, pour briser le BRICS dont je vous ai parlé, et ainsi protéger le dollar américain, et en particulier contre la Chine? Parce que la Chine joue un rôle fondamental dans le BRICS, et les relations cordiales entre Poutine et Trump ont pour un objectif: casser le BRICS, créer un froid entre la Russie et la Chine, parce que le prochain champ de bataille risque d'être dans le Pacifique. Parce que le prochain champ de bataille risque d'être dans le Pacifique. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à commenter. J'ai l'habitude de répondre à vos commentaires lorsque vous me posez des questions précises. Là-dessus, je vous souhaite un excellent week-end et une belle température, en tout cas moins de neige. Ouais. OK. Donc, à la prochaine pour une vidéo. Au revoir.